Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de Pedro Almodovar et de Rose Rouge, des attachés de presse qui sont parfois relous, de Bob et de Gavroche, de guerre des stickers, de chaussettes, oui, de chaussettes, de collectionnite aiguë, de mise au point manuelle et de concentration, de transmettre son savoir, de cuite avec Benoît Poulvorde. Mais surtout, vous découvrirez comment apprendre rapidement et facilement de nouvelles insultes les soirs de match de l'OM. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Audio Bobby. On démarre rarement à froid comme ça un épisode. D'habitude, on papote un petit peu avant, mais avec toi, on a sauté dans le vif du sujet. J'ai l'impression que c'est un petit peu une de tes spécialités d'aller tête baissée dans un truc et puis de voir ce que ça va donner après. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est vrai en plus. Hein, là, je suis en train de réfléchir à la semaine de travail qui arrive et à chaque fois, c'est ça. Même des fois même moi, je me fais peur au dernier moment. Je me dis, ah, mais non, j'ai oublié de préparer tout ça ou sur les pochettes d'albums et tout. C'est vrai que des fois, je pense que je rends fou plus d'une chef de projet. Ouais. Et mais à chaque fois, je fais au dernier moment et j'aime bien. Je trouve les idées arrivent assez rapidement sur le moment. En fait, j'aime pas trop préparer parce que je sais que tout va arriver. Rien ne va se passer comme c'était prévu. Ouais. C'est ça. C'est rassurant. Ouais. Vas-y, pardon. Excuse-moi. Ouais. C'est grâce à Libération, je pense. C'est grâce à Libé, j'ai eu un peu ce truc de, en fait, comme à Libération, quand on t'envoie faire un portrait, en fait, tu connais ni le lieu, ni la lumière et tout, et que t'apprends à composer avec ça, bah après, c'est vrai que ça te met dans une sorte de facilité pour le faire tout le temps, et du coup, tu l'adaptes un peu à tous les projets, donc même les projets où il faudrait une grosse préparation, à chaque fois, j'y vais un peu en mode, bon, c'est sûr, ça va bien se passer, c'est pas grave. C'est intéressant comme approche parce qu'en fait, on se rend pas compte, on voit ton travail, on voit ce que ça donne, on voit le résultat, on peut l'admirer. Et on se rend pas compte forcément que tu as les mêmes problématiques qu'on peut avoir tous en fait, c'est-à-dire qu'on est tous en train de se stresser sur comment va se passer la semaine, ça va être une catastrophe. J'ai tout se chevauche. Moi par exemple aujourd'hui j'ai 2 jobs qui se chevauchent. Comment je vais faire pour m'en sortir cette semaine? Et en fait t'es pareil et tu t'en sors. Ouais, je suis pareil, je m'en sors, mais du coup je dors pas beaucoup, c'est ça le contre-coup, c'est que c'est un effet que je dors pas beaucoup, ou sinon des fois faut faire l'impasse sur des fois sur un peu plus de week-end ou quoi, de trucs comme ça quoi. Mais en fait jusqu'il y a 2 ans c'était assez facile parce que j'avais pas vraiment de vie de famille et tout, mais maintenant j'ai une copine qui a un enfant et tout, c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant faut que j'apprenne à faire des choix parce que j'ai toujours été une personne qui dit oui à tout, enfin genre mais c'est même pas, c'est juste que de façon générale je suis assez curieux et du coup c'est vrai des fois on me propose des trucs qui ont rien à voir, bon, on va dire par exemple tu vois, genre les gilets jaunes et Chanel par exemple, ouais. C'est 2 opposés mais j'adore les faire et j'adore vraiment voir les 2 facettes un peu, on va dire les 2 facettes de la société, mais c'est vrai que ouais il y a ce truc là du coup je me dis à chaque fois que je dis non, bah du coup je vais louper une occasion de découvrir des trucs quoi. Ouais. Et donc en effet je dis pas souvent non et donc ça me fait que des fois j'ai des journées où là maintenant je suis même obligé des fois de prendre des taxis moto pour aller d'un taf à un autre, sinon physiquement et dans les heures c'est pas possible quoi. C'est compliqué. Bah écoute, on va y revenir à ce côté touche à tout justement un petit peu plus tard dans l'épisode, ça fait partie des questions que j'ai préparées. Je vais commencer, déjà je sais même pas si je t'ai dit bonjour en ouverture d'épisode, mais bonjour et merci d'avoir accepté de participer. On va remercier une personne qui est Bertrand Roguet, que tu ne connais pas mais qui est un auditeur du podcast, qui est le premier à m'avoir soufflé ton nom. Alors je connaissais ton travail sans savoir forcément que c'était toi, sans l'associer systématiquement à toi, et un jour il m'appelle et il me dit, tu sais, ce serait vraiment génial d'avoir Audio Bobby dans ton podcast, et c'est comme ça en fait qu'on a pris contact. Alors ça fait un petit moment qu'on essaie de se voir, je crois que le premier contact c'était novembre dernier, nous sommes en juillet, ça explique un petit peu comme tu as un agenda chargé.
Mais c'est clair. Ça résume un petit peu. La toute première question de l'épisode, c'est l'elevator pitch. Si tu prends l'ascenseur et il y a une main qui passe au moment où la porte se ferme, c'était Steve Jobs qui monte à côté de toi. Il était connu pour choper les gens comme ça dans l'ascenseur et leur laisser 3 étages pour expliquer ce qu'il faisait. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Bon, moi, il suffit juste de dire un étage, je dirais que je fais des photos. Voilà, que je fais des photos, c'est simple. Non. Bah ouais, non, ça, je le fais, voilà, en 3 phrases. Je pense que ça, je suis photographe, notamment pour Libération. Puis après pour certaines marques et certains groupes de musique. Mais au final, je ne fais que des photos. Plein de photos de tous les gens. On te connaît plus pour la presse et pour les portraits politiques, tu dirais? Je pense que c'est moitié-moitié entre la presse, exactement, Libération, tout ce qui est couverture des mouvements sociaux et de la politique. Et je pense que aussi dans les gens qui me suivent maintenant, il y a une grosse partie quand même qui me suit aussi par rapport au taf que j'ai pu faire sur la musique et notamment Big Flo Oli, avec qui justement là je reviens de tourner ce matin. Donc, c'est eux qui ont ton casque audio, c'est ça? C'est eux qui ont mon casque audio dans le tourbus. Et ouais, ça c'est le tourbus, c'est bien, c'est pratique, mais le problème c'est qu'on pense qu'on est trop chez soi. On a tendance à éparpiller les affaires et à les oublier. Et les oublier dedans. Bon, l'essentiel, c'est que tu vas finir par les retrouver. Il y a un truc qui est très polarisant chez toi, c'est que tu es supporter de l'OM. Ouais, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu dire, je suis un photographe, supporter de l'OM. Et porteur de Bob. Et porteur de Bob et amateur de Ricard. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi, mais c'est marrant parce qu'après, du coup, je suis supporter de l'OM et souvent, il y a plein de personnes qui me demandent et tout, fais des photos au stade, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul endroit où je fais quasiment pas de photos, où j'ai pas souvent d'appareil. Déjà, pour une raison pratique, c'est parce que déjà, comme on fait l'apéro et tout, j'ai pas envie d'avoir d'appareil sur moi. Ouais, et aussi, c'est un peu mon... Surtout un Leica, t'as pas envie de le poser sur une table. Toi, t'as le M6 là en plein virage quand il y a un but. C'est un peu compliqué pour l'appareil. Ça peut mal tourner. Et puis aussi, ça me permet de profiter parce que sinon, c'est vrai que j'ai tout le temps un appareil photo sur moi, quoi. Donc, c'est bien quand même d'avoir des petits temps où là, je me dis, bon, même s'il se passe des trucs de fou, même si c'est super photogénique et tout, de me dire, bon, vas-y, là, vraiment, essaie de profiter de ce moment-là sans penser à la photo que ça va donner. C'est dur, cette réflexion de se dire, on va lâcher un peu la photo 5 minutes. Et profiter parce que je sais pas si t'es comme moi et moi je vois toujours les photos même si j'ai pas d'appareil. Bah ouais, carrément, c'est encore pire, c'est le pire, c'est les photos qu'on voit quand on n'a pas l'appareil. Parce que celles qu'on voit quand on a l'appareil, c'est bien, on peut les faire, mais c'est vrai que quand des fois je sors dans la rue, je sais pas, pour aller faire des courses ou quoi, et que j'ai pas d'appareil et que je vois un truc de fou, à chaque fois je me dis putain, c'est voilà, comme par hasard. Puis quand je vois pris l'appareil, c'est là qu'il se passe ça, alors que la rue où il se passe jamais rien, tout d'un coup, t'as une lumière incroyable, t'as un type super sapé qui passe à cet endroit-là, au moment-là, et toi, t'as rien pour photographier ça. C'est vrai que c'est. Non, mais c'est toujours ça, quoi. C'est un truc de fou. Vraiment, genre, les mecs, ils se croient il y a un gars qui guette devant chez moi, il se dit, c'est bon, il est sorti dans l'appareil. Sortez tous, les mecs stylés, le soleil sort. Faites des trucs de fou. Il va faire beau et tout. Je peux te demander pourquoi Odieux Bobby, puisque c'est évidemment pas ton vrai nom, mais pourquoi Odieux Bobby, pourquoi ce personnage d'Odieux Bobby finalement? Déjà ça remonte au collège, parce qu'au collège, comme en fait on avait tous des groupes de rock, on faisait tous du skate et des trucs comme ça, et on était tous fans de Nirvana, enfin des groupes américains, et donc on avait tous un peu des surnoms en mode américain. Et moi, du coup, comme je m'appelle à la base Boris, Bobby Boris, je trouvais que c'était assez ressemblant, que ça changeait pas beaucoup de lettres, donc c'était assez pratique. Et du coup, maintenant, même ma mère, elle m'appelle Bobby. En fait, tout le monde m'appelle Bobby. Ça, c'est resté. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était bien aussi d'avoir d'avoir juste un nom. Enfin, de pas avoir de nom, de prénom, juste d'un pseudonyme. Donc je l'ai gardé, et Odieux Bobby, ça remonte un peu plus tard après avec les réseaux sociaux, parce qu'au début, je me rappelle, j'allais par exemple sur les forums ou sur les sites de la presse, genre par exemple La Provence et tout. Et en fait, moi, ma spécialité, c'est que j'allais et je parlais sur les articles où il y avait des racistes, des trucs comme ça. Et en fait, je les poussais à bout, mais sans jamais les insulter. Et dès qu'ils m'insultaient, après, je les signalais pour les faire dégager, quoi. Donc, c'était ça, un peu, ce truc un peu odieux qui est resté. Et après, c'est vrai que j'ai toujours tendance quand même à dire ce que je pense et tout. Et je pense que ça, je l'ai quand même globalement assez bien gardé. Et il suffit de voir mon Instagram pour voir que c'est quand même assez brut de décoffrage. Donc c'est vrai qu'après, je dirais pas maintenant. En vrai, je suis pas odieux parce que quand même, globalement, tout le monde dit que je suis assez gentil, mais
Mais oui, voilà, on va dire que je dis ce que je pense, quoi. Ça fait partie de la légende? Ça fait ça et le Bob. Ouais, c'est une question que je te poserai un petit peu plus loin dans l'épisode parce que moi j'ai toujours une Gavroche sur la tête. Et je me suis rendu compte que j'étais le photographe à la Gavroche. J'ai une petite histoire à raconter là-dessus, mais c'était assez rigolo. Mais ce sera un petit peu plus loin dans l'épisode. Il faut écouter jusqu'au bout les auditeurs pour savoir ce qui s'est passé cette semaine. Non, si on parle de ta philosophie photo, je crois que t'es pas très livre et culture photo. J'ai lu ça quelque part. Mais si tu devais offrir un livre à un photographe, ce serait lequel et pourquoi? En effet, je suis pas très photo. Enfin, je suis assez. Enfin, je pense que dans les photographes, je suis un peu un des plus incultes. Mais je commence maintenant à me cultiver un peu plus. J'essaye justement là, j'ai acheté des livres, après voilà, hein, pour l'instant j'achète encore des trucs classiques et tout. Non, mais j'ai acheté des vieux livres de Stephen Shore, par exemple, un qui est assez exceptionnel, qui est dans le packaging, il est dans un truc Kodak, donc c'est assez fou. Enfin, et après tu le sors et t'as des tirages et t'as le livre. Mais sinon, mon préféré de tout, je pense quand même que c'est un que j'ai acheté quand même assez rapidement, c'est celui de Raymond Depardon, Glasgow. D'accord. Celui-là, en livre photo, je trouve que, enfin, même pour un mec culte comme moi, je pense que c'est vraiment un must-have que tout le monde devrait avoir. Et c'est fou parce qu'après, ce qui est assez rageant, c'est de voir le décalage entre la société peut-être d'avant et maintenant. Et tu vois, genre, quand moi je sors dans la rue et tout, c'est dur de trouver quand même, je trouve l'époque photogénique. Mais après, peut-être que, en vrai, je trouve que ce qu'il a fait, c'était méga photogénique parce que j'y étais pas. Peut-être que à l'époque, les gens se disaient aussi que leur époque est pas du tout photogénique. Mais c'est vrai que sur Glasgow, je trouve que vraiment, il y a vraiment cette empreinte du temps et c'est assez, je trouve que c'est assez phénoménal. Et donc, ouais, je pense que ça, c'est mon livre préféré. Après, la dernière fois, j'ai acheté un livre, là. En fait, maintenant, j'achète des livres aussi juste pour voir comment c'est fait, etc. Ouais. Juste parce que je trouve beau. Je retiens pas forcément, Là, j'avais acheté un truc juste pour la technique où c'était avec des feuilles d'or et tout ça. J'ai trouvé ça très très joli. Et mais non, c'est vrai que du coup, j'essaie de me cultiver un peu plus, ne serait-ce que pour moi. Mais c'est vrai que moi, plus ma culture de l'image, elle a plus été faite avec les films et la télévision. Ouais. Mais en même temps, t'as un style tellement à toi que finalement, est-ce que t'as vraiment besoin de regarder l'inspiration d'autres choses? C'est vrai que je suis assez content, mais après, du coup, le problème, c'est que du coup, genre, des fois, quand je faisais des trucs, j'avais l'impression d'inventer, tu sais. Tueur, le mec, il est trop fort et tout. Là, j'ai fait une photo, j'ai inventé un truc. Et après, quand tu la revois, que ça a déjà été fait, t'es en mode, bon, bah, mince, alors, c'est pas moi qui... Tout a déjà été fait, mais la question, en fait, c'est de pas se laisser ultra influencer par ce qui existe. Tu disais, tu vois la France d'il y a 60 ans ou d'il y a 40 ans, ça te traverse pas l'esprit que peut-être dans 40 ans, il y a quelqu'un qui dira ça de toi? Ah bah, si je peux avoir le même parcours que Depardon, ça serait parfait. Ça serait impeccable. Genre, même faire falloir commencer à sortir le livre déjà. Bah ouais, mais ça, c'est dur à faire. Faut aller dans les archives et tout. Je suis pas très organisé. Moi, la compta et les archives, c'est des trucs. Moi, j'aime bien faire les photos, j'aime bien les publier, les livrer. Mais après, tout le reste, une fois que c'est fait, en fait, c'est un peu comme ça, comme j'étais petit, en fait, par exemple, avec les Lego, tu vois. Genre, mes parents, genre, ils achetaient les Lego. Et en fait, la différence entre mon frère et moi, c'est que moi, une fois que le truc, il était fait, je le posais, et tu vois, fallait plus y toucher, etc. Ouais. Mon frère, il le prenait. Il le cassait en 4, il le refaisait, il en faisait une autre encore plus gros avec les mêmes Lego. Enfin, donc moi, c'est un peu, une fois que c'est fait, et voilà, quoi. Et c'est vrai que là, pour les livres, c'est un peu plus compliqué, mais pour revenir à Raymond Depardon, si, en effet, si je peux avoir déjà la moitié de son parcours et au final shooter un président pour le portrait officiel, là, bah, à la fin de ma vie, je serais extrêmement satisfait. Ce sera pas ce président, par contre? Bah non, parce qu'en plus... il est déjà pris? C'est pas qu'il est déjà pris. Bah si, déjà, il est déjà pris, mais en plus, je crois que généralement quand ils sont réélus, enfin en tout cas quand Mitterrand, je pense. Non, quand Chirac il avait été réélu, il avait pas refait de portrait. D'accord, il reste. Je pense que c'est un truc d'ego. Ils se disent là sur le premier, j'étais beau, j'étais jeune. Si je refais 5 ans après, je vais souffrir de la. Ouais, en plus après 5 ans de pouvoir, ça t'a bien usé. Ah bah c'est comme si t'en avais pris 20 quoi. Donc mais oui non du coup pas celui-là et voilà après en effet ça dépendra aussi tu vois si c'est Marine Le Pen bah
Je pense qu'elle peut, on peut me proposer tout l'argent du monde, ça sera pas assez suffisant pour, pour que je le fasse, quoi. Si je te demande ce qui te fait déclencher, qu'est-ce qui fait que tu vas appuyer sur le bouton à l'instant où tu vas faire ta photo? Je dirais, c'est marrant, on m'a posé cette question en plus il y a pas très longtemps. Et je dirais qu'au début, j'avais pas trop su répondre. Et en fait, je pense que c'est en vrai, je sais pas, je vois, en fait, c'est dur d'expliquer parce que, en gros, j'ai mon appareil et je vois le truc. En fait, je vais voir, je sais pas, je vois un gars qui va passer dans la bonne lumière à ce moment-là. Soit d'abord, j'ai vu un bon endroit, ce qui est limite le plus facile parce que du coup, il y a plus qu'à attendre que quelqu'un passe. Mais sinon, qu'est-ce qui va me faire déclencher? Je sais pas, je sens le truc, je vois qu'il y a un alignement de, je sais pas, de la lumière, de la personne, de la situation. Et une fois que je vois cet alignement, je me dis, ah, vas-y, c'est bon, là, ça va le faire, ça va faire une bonne photo. Donc, t'es plutôt pareil, tu vois, en attente de la photo ou tu... ouais, je pense parce que même pour le portrait, tu vois, je guide et tout. En vrai, je fais quelques photos, mais en vrai, j'attends que la personne un peu, elle s'ennuie d'avoir gardé la pose, tu vois. Et peut-être c'est là où je vais peut-être plus appuyer et que la photo elle sera plus belle, en fait. Donc, ouais, c'est vrai que je pense que je suis un peu un genre de photographe d'attente, quoi. C'est bien, c'est une bonne réponse, ça. Si on parle de l'accès au sujet, je pense que c'est un des points que tu as par rapport à d'autres photographes. Tu as un accès particulier à certains sujets, tu as un accès par libération à des politiques, tu as un accès à des lieux, tu as un accès à des artistes, tu as des accès que tout le monde n'a pas. Mais par exemple, alors que tout le monde n'a pas, que certains ont, tu arrives quand même à te distinguer dans ces accès-là. Notamment, j'ai remarqué quelque chose dans les photos politiques. Tu dis, il faut contourner la communication. Tu dis des choses genre, si on te ferme la porte, rentre par la fenêtre. En fait, tu prends un malin plaisir à faire les choses à l'envers de ce qu'on attendrait de toi, en fait, de ce qu'on attend de toi, de ce qu'on va te demander de faire, en fait. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle, en fait, ce côté avoir un accès à quelque chose où en théorie c'est relativement convenu, et en fait, toi, tu vas aller sur les petites zones grises auxquelles tu as accès. Ouais, ben, surtout en politique, moi j'ai l'impression que chaque année c'est plus dur que la précédente parce que ils ont de plus en plus peur des réseaux, ils ont peur de finir en mème et tout, alors qu'au final c'est pas une mauvaise chose en termes de communication. Mais oui, c'est vrai que par exemple, je sais pas, moi faire une photo de Pécresse qui se tient droit avec son sourire un peu niais, ça m'intéresse pas. Enfin, je trouve pas ça rigolo, j'aime bien. En vrai déjà, et c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime bien, c'est que j'aime bien que mes photos elles finissent un peu sur Twitter en mème et tout, tu vois. Ça c'est déjà arrivé plein de fois avec Mélenchon. Et justement, j'aime bien ce truc avec le lecteur déjà, le lecteur de Libération, parce qu'on travaille avant tout pour lui, mais et aussi après du coup les gens qui me suivent sur Insta, etc. J'aime bien qu'ils se disent ouais, c'est une autre facette de la personne ou c'est pas un truc qu'on a déjà vu, enfin tout en étant assez honnête et toi qu'il y ait pas de fraude de Photoshop, de trucs comme ça, mais qu'ils se disent que la photo aussi elle amène un autre regard et parce qu'en fait c'est un peu ça le problème avec les hommes politiques, c'est qu'ils veulent la photo en fait ils voudraient qu'on vienne faire la même photo qu'ils ont sur leur affiche, quoi. Alors que nous on n'est pas là pour faire leur affiche électorale, nous on est là pour nos lecteurs, on est là pour le journal et donc des fois c'est un peu compliqué à leur faire comprendre ou c'est un peu compliqué à ce qu'ils lâchent prise ou à ce qu'ils fassent confiance. Mais donc généralement moi ce que je fais c'est que je les laisse faire un peu ce qu'ils veulent au début et une fois qu'ils sont rassurés, qu'ils pensent que j'ai la photo qu'ils veulent, là après moi j'essaie de faire mon truc et tout, quitte à ce que des fois ça passe pas ou qu'ils refusent, quoi. Mais par exemple là tu vois, ils se méfient pas de toi à force parce qu'à un moment ils te connaissent, ils savent que ça va pas être tout à fait ce qu'ils espèrent. Ouais, mais oui, je pense, mais après ils n'ont pas le choix. Enfin, ils disent c'est moi, enfin voilà, c'est comme ça, hein, c'est la liberté de la presse. Mais oui, mais bizarrement, en plus c'est pas tant les hommes politiques qui se méfient. Enfin après c'est de la méfiance. Je sais que par exemple, moi je me rappelle Tony Oka, ça m'a fait assez rire. Là je le faisais pour le coq sportif, donc tu vois il y avait vraiment pas d'enjeu. Et dès que je faisais une photo, vraiment, il avait ce réflexe de regarder derrière lui. Et pour moi, c'est le réflexe le plus important quand tu vas être pris en photo. Tu regardes toujours ce qu'il y a derrière toi et tout. Et par exemple, ce réflexe-là, les hommes politiques, ils l'ont pas du tout. Et en plus, tu vois, ils essayent vraiment de lisser le truc au maximum. Tu vois, ils t'emmènent dans des lieux assez, soit c'est des hôtels, mais du coup, c'est assez dur quand même de trouver
des trucs originaux. Mais bon, ça, une fois que tu arrives après, voilà, tu vois, genre Mélenchon, c'était dans un studio, et je pense que tu vois, jamais de la vie, si je lui avais expliqué que je vais te faire avec l'auréole derrière et tout, ça serait jamais passé. Donc après, il faut un peu filouter aussi. Enfin, et là, typiquement, il a pas regardé en fait ce qu'il y avait derrière lui. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Mais par exemple, là, j'ai fait Laurent Delahousse, le fameux, la star, la vedette, l'icône de France 2. Et moi, j'avais une idée bien précise. Et d'emblée, je lui ai demandé. Moi, j'avais envie de le faire en peignoir, tu vois, pour casser un peu cette image du mec parfait en costard. Ouais, et qui l'a et qui lui collabore, mais ce qui est normal. Mais tu vois, très gentiment, il m'a dit que c'était pas possible, que justement parce qu'il représentait le JT de France 2 et tout, ça passerait pas. Enfin, donc bon, bah voilà, c'est pas grave. Mais le but de ça, c'est que de cette anecdote, c'est de dire que dans tous les cas, faut pas hésiter à aller demander, quitte à être un peu, enfin voilà, au pire il me dit juste non, et voilà, il m'a dit non d'emblée, et après on a fait le shooting et j'ai fait autre chose, et voilà quoi. Mais bon, s'il avait accepté, ça me... Faut pas hésiter à demander gentiment, quoi. Ouais, faut pas hésiter, clair. Et après, bon, faut pas aussi hésiter à filouter, du coup. Mais quand on sait que des fois de demander, voilà. Mais bon, là, c'est difficile. Si tu veux piéger un mec pour le mettre en peignoir. Hein. Ouais. Oui, voilà, là, faut quand même aller loin pour arriver à piéger quelqu'un comme ça. À la base, j'ai vu dans une interview que j'ai trouvée en cherchant des informations sur toi que tu écrivais aussi. Enfin, t'étais un peu entre le journaliste et le photographe. En fait, tu n'avais pas vraiment choisi au départ. Est-ce que tu penses que ça te donne une liberté plus grande pour couvrir ton sujet parce que tu as une notion de l'autre côté du miroir ? Totalement. Bah, déjà, ça m'a beaucoup aidé pour Libération parce que, en effet, je pense que je ressens bien ce qui a besoin pour le papier, ou quand on me dit de coller un angle et tout. Enfin, je pense que du coup, bah, j'ai pendant 3 ans, j'étais en cours de journalisme, j'ai appris à angler mes papiers, etc. Et là où ça a été aussi très important, je pense, c'est en termes de déontologie. En tout cas sur le terrain et tout, ça m'a vraiment donné. Enfin, parce que j'ai eu des profs formidables aussi, mais ça m'a sur la déontologie et tout, sur le fait de vérifier les sources, tout ça. Enfin, forcément, c'est des enseignements qui m'ont énormément servi dans la pratique du journalisme et même en vrai dans la vie en général. Enfin, limite, tu vois, genre pour moi, des cours entre guillemets de journalisme ou de connaissance des médias et tout. Pour moi, ça devrait être impératif au collège et au lycée, tu vois, pour ne pas se contenter que d'un article, vérifier d'où vient l'article, vérifier les sources et tout. Enfin, dans le monde d'aujourd'hui, c'est indispensable. Ça. Ah, c'est indispensable et tu vois, ça l'était déjà avant. Alors oui, c'est vrai que maintenant c'est encore plus primordial, mais pour moi, c'est ça c'est un truc qui m'a toujours. Mais tu vois, c'est c'est bête, mais même quand il y a des embrouilles de potes et tout, et ben au lieu de te concentrer peut-être que sur la version de ton pote à toi, tu vas voir l'autre mec, tu recoupes un peu tout pour avoir la vérité, quoi. Et donc c'est vrai que ça a changé ma vie professionnelle, mais aussi ma vie dans tous les jours. Et en vrai, en ce sens-là, je suis très reconnaissant de la presse écrite parce que ça m'a, enfin, de l'école du coup, parce que ça m'a forgé, voilà, sur la déontologie. Mais c'est parce que vraiment, encore une fois, j'ai eu des profs, Olivier Guillemin qui était à Reuters et Sandra qui était à l'AFP, qui était franchement c'était des monstres de déontologie. Vraiment, je pense qu'ils m'ont tellement formaté que voilà. Mais ça t'apprend au moins à croiser les infos, à être capable de chercher. Même sur le terrain aussi, tu vois, d'aller voir les gens, de leur parler pour savoir des trucs. Enfin, ouais, c'est tout un pack. En vrai, franchement, c'est et puis même du coup, quand tu parles avec les journalistes de presse écrite, peut-être tu les sens bien, tu les sens mieux. Enfin, tu sais. Tu parles par rapport à leurs besoins aussi, je peux les aiguiller. Enfin, non, franchement, c'est un tout qui même moi, souvent, ça m'arrive avec les iconos de parler, de leur dire, je pense que cette photo, ce qui est d'ailleurs assez drôle parce que tu vois, Libération, pour le coup, on parle énormément avec les iconos. Ouais. Il y a un vrai échange sur le choix de la photo, etc. Et des fois, quand je travaille sur d'autres magazines, mais genre, c'est à l'opposé, tu vois, genre, limite, toi, t'as même pas, enfin. Ouais, tu donnes tes photos, ils se débrouillent avec, quoi. Ouais, et des fois, ils sont même méga étonnés que je leur renvoie des recommandations. Je leur dis, bah voilà, ça, ou alors, est-ce qu'on peut s'appeler et tout, et tu sens que c'est pas du tout dans la culture de la presse en général, quoi. C'est vraiment Libération où on a cette place un peu privilégiée en tant que photographe. T'as encore, c'est le dernier havre des photographes
vous avez un rôle réel à jouer, quoi. C'est grave. Bah oui, carrément. Tu parlais d'aller parler aux gens et tout. Il y a un moment, je suis tombé sur toi qui parlais de la curiosité, qu'il fallait être curieux. Et c'est grâce à la curiosité qu'on se crée ses accès, justement, particuliers à ces sujets. C'est grâce à la curiosité qu'on peut faire avancer son sujet, faire des meilleures photos. Ouais, bah, pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles quand on est photographe. Même en vrai, c'est pareil, c'est des trucs qu'on peut élargir à la vie en général, mais pour moi, il faut être curieux et débrouillard. Si on n'est ni l'un ni l'autre, bah, en effet, il vaut mieux peut-être rester dans un taf de bureau sans être péjoratif, hein, mais c'est vrai que oui, la curiosité, moi, même en tournée, Big Flo Oli m'appelle Curioso, quoi. Ouais. Toujours je demande, même là, là, hier en tournée, j'étais avec le chauffeur du run, et le gars, je lui posais 15 000 questions il n'avait pas les réponses. Mais je lui pose des questions sur la région, sur l'endroit et tout. Enfin, je sais pas, ça m'a toujours intéressé, mais ça, c'est parce que mes parents, déjà très petits, tous les week-ends, ils m'emmenaient je sais pas, ils nous faisaient balader, genre dans les musées, dans la forêt, des fois même juste on visitait des églises, alors que tu vois, on n'est pas du tout religieux et tout. Genre, moi, je suis même pas baptisé ni rien, mais c'est vrai qu'ils nous ont donné très rapidement cette appétence du savoir, quoi. Et donc ouais, bah forcément moi ça m'a construit et j'ai jamais arrêté et c'est vrai que je pense que la curiosité ça te pousse à te dire toi peut-être genre tu te dis ouais, j'ai fait 4 enfin tu sais sur ton reportage et peut-être toi tu vas faire une bonne série de photos. Mais la curiosité ça va te pousser à faire à te dire bon ben en fait je me contente pas de ce que j'ai et je vais peut-être rester un peu plus longtemps. Moi souvent je suis resté beaucoup plus longtemps sur ce que je couvrais pour me dire bah, peut-être que je vais trouver autre chose ou quoi. Enfin, c'est de pas te dire c'est bon, j'ai ce qu'il me faut et tu sors ton téléphone et t'attends que ça passe, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme on peut faire de temps en temps. Il y a une phrase que j'ai bien aimée dans ce que j'ai vu aussi. À un moment, tu dis il faut tourner le dos au candidat. En fait, tu as des accès pareils à des trucs auxquels tout le monde n'a pas accès. Et en fait, tu vas pas regarder dans la direction où tout le monde regarde. Bah ouais, mais là aussi, mais en vrai, du coup, c'est vraiment à chaque fois quand j'y repense, je me dis à chaque fois c'est grâce à Libération, quoi. Parce qu'il te pousse à avoir cet œil un peu décalé, ce regard décalé. Et en effet, en vrai, entre guillemets, faire la photo que tout le monde va faire, c'est rapide à faire. Toi, je la fais aussi parce qu'il la faut. Mais en vrai, ça, tu peux le faire en 5 minutes sur le meeting, c'est fini, quoi. Et après, ce qui est intéressant, c'est voilà, essayer de trouver des petits détails qui vont faire sourire, qui vont faire réfléchir, qui vont à chaque fois cette volonté de. En plus, moi, quand je suis sur le terrain, alors la présidentielle, par exemple, pour moi, c'est un truc que j'adore parce que j'ai l'impression que tu vois, c'est la Coupe du Monde pour moi. Ouais. Et donc je me dis, bah voilà, genre celui qui va gagner la Coupe du Monde, c'est celui qui fera peut-être le truc le plus original ou. En fait, ça sert à rien. En fait, celui qui gagne la Coupe du Monde, c'est pas forcément celui qui fait la photo que tout le monde a vue, quoi. Donc c'est pour ça que moi je prends ça vraiment comme une grande compétition, tu vois. Après voilà, je vais pas les mettre des tacles à d'autres photographes, quoi, mais vraiment je prends ça comme une compétition et forcément bah, comme c'est une compétition, j'ai envie de la gagner. Donc j'essaie de regarder partout, de trouver des trucs différents pour en tirer le meilleur et justement aussi pour après rapporter les meilleures photos au journal, quoi. Y a un côté très engagé dans ton personnage et j'aimerais bien savoir quelle part de ton travail ça influence en fait le fait d'avoir des opinions, de les avancer. Enfin, tous les gens qui te suivent vont avoir une idée à peu près générale de ce que tu penses. Comment ça influence ton travail ? Est-ce que tu penses qu'il faut être engagé ou investi pour faire de bonnes images ? Ou est-ce que justement le fait d'être totalement détaché peut aider ? Après, enfin oui, forcément, moi j'ai mes idées et tout. En fait, parce que moi, longtemps, on m'a rabâché, oui, le journaliste doit être neutre, etc., etc. Et en vrai, quand on regarde la presse, il y a aucun journaliste qui est neutre, quoi. Déjà, il suffit de regarder les plateaux télé, les éditorialistes, etc. Tout le monde, et encore plus les éditorialistes de télé, parce que eux, ils donnent sans cesse leur avis, ils sont jamais sur le terrain. Donc déjà, pour moi, ça c'est extrêmement problématique. Mais oui, en effet, genre, de toute façon, c'est objectivement, enfin, c'est impossible d'être neutre. Mais par contre, ce qui est possible, c'est d'être honnête avec les faits, d'être objectif. Et donc moi, c'est vrai que je préfère cet aspect-là. Je préfère quand la couleur elle est annoncée. Genre, en vrai, moi, je m'en fous qu'il y ait des journalistes du Figaro, mais
Mais au moins, tu sais, voilà, tu sais, quand tu vas au Figaro, tu vas avoir une info qui est plus de droite. Quand tu vas à Libération, forcément, elle est plus de gauche. Et au final, tu trouves la vérité avec un peu toutes les tendances mélangées. Tu vois, quand on revient un peu sur ce truc de source, tu vois, même quand tu lis un article sur un sujet, bah, tu peux lire un peu tu vois, c'est bien, des fois, je lis Le Monde, Voir les différentes rarement opinions, le Figaro. quoi. Mais voilà, mais voilà, c'est bien pour avoir un peu une vision globale. Et donc, moi, en effet, je me suis dit, bon, bah, en vrai, oui, ça sert à rien d'être neutre. Donc, autant que, voilà, que je sois assez clair. Et après, même si je suis clair, tu vois, jamais on me verra appeler à voter pour qui que ce soit et tout. Enfin, je sais que, toi, qu'il y a quand même, qu'il y a une marge. Je sais que, voilà, genre, enfin, tu vois, genre, je ferai jamais une affiche de campagne ou quoi. Enfin, ou alors le jour où je ferai ça, c'est que, tu vois, je ferai plus du tout de reportage pour Libé ou quoi. Mais voilà, genre, en fait, moi, ma limite, elle a toujours été de travailler, tu vois, pour Libération. Après, moi, j'ai toujours dit, voilà, le portrait du président, c'est quelque chose que je ferais. Ça, tu vois, genre, que ce soit le portrait de président ou peut-être d'une ministre ou quoi, genre, ça, pour un truc, enfin, sporadique, il y aurait pas entre guillemets, pas de problème. Mais c'est pas électoral, en fait. C'est un état des lieux. Oui, tu vois, genre, voilà, les portraits officiels et tout ça, moi, je trouve que, en vrai, ça s'inscrit dans l'histoire de la politique. Et qu'en effet, c'est pas pour être élu, c'est pas pour, enfin, c'est plus en plus, ça sert plus c'est plus de l'archive au final. Et in fine, c'est plus de l'archive. Donc, ça, à la limite, ça me gênerait pas. Mais par contre, vraiment, en fait, je fais vraiment la part des choses parce que des fois, ça m'arrive de travailler, bah, tu vois, pour des grands groupes de mode, des trucs comme ça, qui ont forcément pas du tout les mêmes idées que Libération. Mais je fais la part des choses, quoi. Quand je suis sur Libé, bah, je suis sur Libé. Et quand je fais, pour par exemple des trucs pour LVMH ou quoi, bah, je suis chez LVMH et je fais des trucs pour LVMH. Mais l'un et l'autre n'interfèrent pas. C'est-à-dire que c'est compatible. Bah, c'est compatible. Surtout, en plus, bah, vu que éditorialement, la responsabilité du photographe, elle est moindre. J'ai envie de dire que ceux qui écrivent, tu vois, parce que en vrai, je change pas ma façon de faire de photos et tout. Et je me censure pas, surtout. Il n'y a pas d'autocensure de ma part. Enfin, ça, en aucun cas, tu vois, genre, si Libé m'envoie sur un truc de LVMH, je le fais. Enfin, tu vois, enfin, j'ai aucun problème avec ça. Il y a juste, par exemple, tu vois, genre, quand il peut y avoir des conflits d'intérêts, je refuse, par exemple, Libération, il y a des thèmes, des moments qui sont assez forts en couverture photographique, dont la Fashion Week. Et Libé m'a proposé 2 fois de faire la Fashion Week et à chaque fois, on en a conclu que c'était pas possible. Comme je travaille beaucoup pour Chanel, je fais souvent les défilés Chanel, qu'il y avait quand même un gros conflit d'intérêts et que peut-être que, tu vois, du coup, ça serait pas égal par rapport aux autres marques, etc., que j'aurais peut-être plus d'accès. Enfin, on s'est dit, voilà, genre, bah, que je ferais pas la Fashion Week, tu vois. Mais, donc c'est pour ça que de ce côté-là, je suis assez serein et sur les hommes politiques, sur tout ça aussi, enfin, c'est pas, là, je pourrais très bien faire le portrait de la ministre de la Culture et ça me fait je pourrais avoir parlé avec Libération, tu vois, c'est des trucs qui pourraient se faire. Enfin, tu vois, le président, moi, tout le monde, enfin, pas tout le monde le sait, mais globalement, c'est quand même quelque chose que je me dis, genre, dans 20 ans, j'aimerais bien au moins avoir fait un portrait, au moins un, tu vois, déjà, comment je parle. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir fait un portrait même si je sais, hein, que de toute façon, n'importe qui, enfin, tu vois, genre, tu fais le portrait, dans tous les cas, il sera méga critiqué, mais j'ai quand même envie c'est un truc quand même, je trouve que c'est le Graal quand même de faire ça. Tu sais qu'il est critiqué parce que c'est des mecs qui sont énervés qu'ils aient pas été retenus eux pour le faire. Les 90% des critiques sur le portrait, c'est ça en fait, c'est des gens qui disent j'aurais fait mieux. C'est ça qu'il faut dire dans la critique. Bah ouais, mais surtout par exemple le 2 pardon, moi je le trouve sublime. Franchement, je trouve que c'est un très très joli portrait. En plus, on sait jamais en fait comment parce que déjà les gens ils pensent qu'un portrait c'est tu viens, t'appuies sur la photo et enfin t'appuies sur l'appareil, c'est fini, mais enfin, pour moi le portrait c'est, je sais pas si on en reviendra après ou si mais pour moi c'est vraiment une bataille psychologique entre la vision que t'as de la personne, la vision que la personne a d'elle-même, la vision qu'elle a de la photo, enfin il y a plein de facteurs qui rentrent en commun et alors encore plus sur le portrait du président où t'as plein de contraintes et tout, la donc dimension état en plus à intégrer. Bah oui, donc voilà, mais c'est vrai que du coup ça c'est pas des choses sur lesquelles je suis fermé en tout cas.
Mais après, voilà, quand je suis pour l'IB, et puis par exemple, si, comment dire, si genre, je sais pas, on va dire, je suis en reportage, voilà, je fais un truc et tout, et je vois qu'il y a un truc, enfin, je sais pas, il y a un truc qui de gauche me plairait pas, mais que j'ai quand même pris en photo, bah, tu vois, je vais quand même l'envoyer, enfin, parce que justement, je suis pas partisan, quoi. Genre, enfin, tu vois, genre, voilà, c'est avant tout les faits, quoi. Donc, à partir de ça, c'est le plus important. Voilà. On va revenir sur les portraits, c'est la question d'après, mais avant j'en ai une autre qui est que, assez bizarrement, on reconnaît tes images assez facilement, mais même si elles sont toujours différentes, même si tu es dans des styles différents. Comment on fait pour se créer un style qui ne devient pas soit une caricature, soit une prison? C'est facile de s'enfermer dans un truc en fait et de le refaire en boucle. Ouais, après, moi, je sais pas, déjà, j'essaie de faire des photos qui me plaisent avant tout à moi. Ouais. Donc ça peut être basique peut-être de dire ça, mais c'est vrai que j'ai ce besoin que la photo me plaise avant tout. Donc, du coup, ouais, je suis un peu prisonnier de mes goûts, voilà, si on doit choisir un peu entre la caricature et la prison. Mais comme mes goûts me plaisent, c'est une belle prison. C'est juste que tu as des goûts très larges et que ça te permet d'aller chercher plein de choses très différentes, peut-être ou... Ouais, après, je sais que voilà, mes goûts, quand même, en tout cas en termes d'esthétique, sont un peu plus proches de l'argentique et tout, parce que j'en ai fait longtemps. Et en fait, après, avec Libération sur l'actu, il fallait que j'arrive à concilier le fait que des fois, tu vas faire des photos à 17h et qu'elles doivent être à 19h dans le journal. Et donc, c'est impossible de les faire sur pellicule. Et donc, d'arriver à concilier ce truc, de retrouver cette esthétique-là avec les contraintes de temps. Donc, mais par exemple, par exemple, sur les portraits d'air, voilà, dernièrement, j'en ai fait un peu moins et surtout, j'ai cassé mon appareil, mais d'habitude, je l'ai fait en argentique. Enfin, j'en fais toujours la moitié des photos que j'envoie sont en argentique et tout, mais là, j'ai cassé l'appareil, et donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien. Bah oui, en effet. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de meilleur compliment pour un photographe qu'on lui dise qu'il a enfin trouvé sa patte ou qu'il est identifiable. Je sais que moi, une des premières personnes à me dire ça, c'était ma maman. Elle me dit, j'ai vu des photos de lui et lui, j'ai de suite reconnu que c'était toi et tout. Et c'est vrai que voilà, ça c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un but en vrai. C'est pas une caricature, pas une prison. C'est vraiment un but de vraiment trouver son identité et qu'une fois qu'on l'ait trouvée, que les gens la trouvent et l'identifient. Sur les portraits que tu vas faire des people, ça c'est un truc que je trouve impressionnant. C'est toujours, il y a toujours un décalage. Et ce que je trouve fort en fait, c'est que tu leur fais faire des trucs. Je sais pas en fait à quel niveau ils veulent contrôler ou lâcher le contrôle sur leur image. Mais assez souvent, en fait, tu vas partir dans des choses assez originales, assez différentes, assez décalées. Enfin, Poulvord qui fume dans une salle de bain. C'est pas moi, c'est pas. Tu me dis, tu vas faire un portrait de Poulvord. C'est pas mon réflexe. C'est pas mon métier de faire des portraits pour la presse, tu vois. Donc, tu me dis, on va faire un portrait. Moi, je vais plutôt essayer de faire un truc beaucoup plus soft, beaucoup plus sobre. Je vais pas aller aussi loin. Louise Bourgoin, assise allongée dans le sable. Enfin, t'as posé la chaise allongée dans le sable. Elle est assise sur la chaise sous un parasol. T'as Jérémy Strong qui est dans des rideaux. Enfin, comment t'arrives à leur faire des trucs comme ça, parce que c'est quand même surprenant que des gens acceptent de se lancer dans des trucs. Enfin, quand t'es dedans, quand tu te mets dans les rideaux, quand t'es Jérémy Strong, que tu te mets dans les rideaux, quand t'es Louise Bourgoin et que t'es assis sur une chaise posée sur le sable, tu peux te demander si à un moment ça peut pas devenir ridicule, tu vois. Et ben déjà de base je demande, donc c'est tout con, mais déjà de demander, ça réduit les chances, enfin ça augmente les chances à 50%. Hein. Et soit il va te dire oui, soit il va te dire non, et après il en a même plus, hein, parce que des fois il te dit peut-être, il hésite, tu dis non, vas-y, tu vas voir, c'est trop bien. Donc ça, après par exemple pour Benoît Poulvord, on va se mentir, hein, c'est l'alcool. Hein. Voilà, hein, ça, je sais plus, on était à 10 duvels chacun, des bouteilles de vin blanc. Ça a pas mal aidé, mais... Tu t'es bien investi pour ce portrait. Ah, je me suis bien investi, mais c'est vrai que, en fait, après, c'est fou parce que moi, des fois, j'ai pas l'impression de faire des trucs de fou et tout. Et c'est que après, plus tard, quand on m'en reparle, je me dis, ah ouais, en vrai, quand même, j'ai fait ça et tout. Mais parce qu'il y a là, en plus, il y a des photos, bah, tu vois, genre, par exemple, sur Poulvord, il y a même une photo où il est en train de faire pipi, tu vois. Donc, mais celle-là, j'ai jamais sorti. Donc, celle-là, je la garde pour, bah, tu vois, un jour, si je fais un livre, tu vois, elle y sera, tu vois. En fait, mais c'est dur parce que j'arrive pas à tout garder pour moi, mais j'aimerais bien, enfin, j'essaie de garder des fois des photos, je me dis, je les publie pas, on verra plus tard.
Mais voilà, par exemple, j'en ai une aussi qui a jamais été publiée et c'est une photo que j'adore. C'est Jean Dujardin qui donc il est assis sur une petite caisse en bois. Donc c'est vraiment le studio, faut s'imaginer là, vous fermez les yeux. Le fond blanc, studio lumière naturelle. Jean Dujardin avec une veste en daim, assis sur un petit carré de bois avec une hache à double tranchant. Ouais. Et il a posé sa tête au milieu. Et j'adore cette photo, elle est vraiment, je kiffe, mais je l'ai jamais sortie. Je la garde pour une grande occasion. Il nous reste des choses à découvrir alors. Il en reste. Mais moi, je me dis, tu vois, par exemple, ça serait bien, ça, dans un livre, qu'il y ait des photos quand même qui soient jamais sorties, ça serait très cool. Parce que quand même, je trouve que j'en sors beaucoup. Mais parce que déjà, la moitié, elle sort dans le journal. Donc, déjà, ça en fait sortir énormément. Mais ouais, c'est vrai que, je sais pas, en vrai, je pense que juste que je demande et je leur dis non, mais la lumière, c'est bien, ça a bien marché. Et il y a aussi ce truc, c'est que, en fait, comme je leur laisse aussi un peu faire au début ce qu'ils veulent, ou se mettre un peu comme ils sentent, enfin, en fait, je pense il y a ce truc psychologique de se dire, ah, ils sont rassurés, ça va. Dans tous les cas, au pire, même si son idée de fou à l'autre, là, elle marche pas, il y aura toujours mon idée à moi qui va bien marcher, donc voilà, quoi. Donc ouais, donc je pense que c'est un peu un truc psychologique et c'est toi qui les mets à l'aise, ils finissent par te faire confiance et ouais, et puis aussi comme j'aime bien souvent, tu vois, avoir plusieurs situations dans ce que j'ai envoyé, enfin d'avoir 3-4 photos donc 3-4 lieux différents. Je les balade un peu, enfin tu vois, après je les balade sur un temps réduit, enfin un espace assez réduit, mais combien de temps sur un je pense que du coup de l'échanger, bah ça dépend, hein, ça peut aller de 2 minutes avec Jean-Luc Mélenchon à 20 minutes avec par exemple Laurent Delahousse, très agréable, ça a duré 15-20 minutes je pense. D'accord, c'est ça ton max? Mais c'est ce que t'as en général quand t'as de la ça dépend, non, Charlotte Lebon, la première fois que je l'ai faite, j'ai eu je pense au moins 40 minutes. En fait ça dépend. Louise Bourgoin, très agréable, une dizaine de minutes, je pense. Ouais. C'était vraiment cool. Genre, ce qui était super bien, c'est que non, moi pas trop. Enfin, je sais pas si j'avais trop cette image, mais Louise Bourgoin, c'est une très bonne actrice maintenant. Enfin, qui, tu vois, on a complètement oublié que c'était Miss Météo, etc. C'est une super actrice, alliée à une femme assez drôle et intelligente et en plus très belle. Et c'est vrai qu'on a du coup cette image peut-être à tort sûrement, enfin bah, là totalement pour le coup. Peut-être on se dit ouais elle va pas faire tout. Du coup moi je dis bon vas-y en cas je lui demande, je lui propose le truc et en fait ça s'est trouvé être une femme, enfin un sujet de portrait super cool, enfin trop gentil, tu vois. Au contraire même elle prenait grave de plaisir, elle me disait ah putain ça me fait penser à et en plus elle a une culture phénoménale, tu vois, elle me dit ah ça me fait penser à lui, enfin et c'est encore plus agréable parce qu'en plus c'est ça le portrait en fait pour moi c'est une collaboration entre la personne et moi quoi donc c'est vrai que si en plus la personne en face prend autant de plaisir que moi et enfin c'est cool mais oui des fois t'es stressé de ouf tu vois par exemple genre Pedro Almodovar genre j'arrive on me dit ouais t'auras que 4 minutes voilà le lieu c'était un peu compliqué c'était dans un hôtel mais j'arrivais en fait il y avait des endroits que j'aimais bien mais j'avais pas le droit de l'emmener ouais. Et du coup voilà donc au final j'ai dû le faire dans l'ascenseur et moi j'avais ramené un bouquet de fleurs roses mais tu vois genre sans grande raison c'est juste que je sais pas Almodovar ça me faisait penser à des roses et des roses rouges pardon ça me faisait penser à des roses rouges tu vois et ça je sais pas ça me fait aïe il me dit il aime pas trop tenir des choses il aime pas trop les fleurs tout ça je fais ok au final j'y suis allé je lui dis vas-y s'il te plaît tu peux prendre la rose. Aucun problème, il m'a dit oui, vas-y, enfin, tu vois, genre, ouais. Trop gentil, tu peux la mettre devant un œil, enfin, adorable, quoi. Et des fois, en fait, ça aussi, un peu le problème, c'est que, des fois, les attachés de presse, ils sont... C'est ce que j'allais dire, ils parlent à la place de la personne et... Bah ouais, enfin, tu vois, par la dernière fois, à Marseille, j'arrive à choper Forest Whitaker, et tu sais, genre, il a un œil qui dit merde à l'autre. Ouais. Et en fait, j'avais ramassé un coquelicot rouge, et en fait, moi, je voulais trop qu'il mette le coquelicot sur son œil valide, et du coup, tu sais que t'es que l'œil qui parte à tribord, là, et avec le coquelicot, quoi. Et à peine je lui donne le coquelicot, l'attachée de presse, elle arrivait derrière, et elle fait non. Et lui, il me dit, je suis désolé, elle veut pas. Tu vois, c'est limite, on va dire, frère, t'es Forest Whitaker. Genre, il y a personne qui te dit. C'est toi qui la paye, quoi. Bah, non, mais surtout, t'es Forest Whitaker, il y a personne qui te dit quoi faire. Mais bon, donc bon, écoute, c'est pas grave. Faut accepter aussi des fois de pas pouvoir, de pas arriver à avoir la photo qu'on veut, mais bon, c'est pas grave. Dans ma tête, je l'ai, cette photo, elle était vraiment bien.
En tout cas, nous, on voit le résultat de ce qui a fonctionné. C'est vrai qu'on voit jamais ce que tu as pu avoir en tête et qui a pas pu se faire finalement. Ouais. Tu as commencé à répondre un petit peu plus tôt à cette question-là, mais tu as un côté un peu touche à tout qui fonctionne à chaque fois. Si je prends simplement ton Instagram, j'ai vu du culinaire avec Jean Habert, j'ai vu de l'animalier à Chamonix, j'ai vu du concert avec Big Flo et Oli, j'ai vu Chanel passer, j'ai vu des manifs, j'ai vu des pochettes d'albums, j'ai vu que tu fais de la street. Est-ce que c'est ton style qui marche avec tout, ou c'est peut-être la manière dont tu décides que tu vas aborder un sujet qui a peut-être des codes que tu maîtrises pas ou que tu casses sciemment? C'est quoi qui fait que ça fonctionne à chaque fois? Et d'abord, comment est-ce que tu sais que ça a fonctionné? C'est ça auquel tu as répondu un petit peu précédemment, c'est que tu disais que t'es jamais sûr et que tu sais après coup souvent. Bah ouais, je veux dire, tu vois, déjà, pour plusieurs trucs comme ça, il y en a plein où je savais pas, tu vois. Ouais. Par exemple, Chanel, moi, la première fois qu'on m'a dit, ouais, tu vas faire un défilé Chanel, j'étais en mode, mais, tu sais, je dis non, mais c'est bon, enfin, franchement, me mettez pas sur ça. Ça sert à rien, c'est pas du tout mon univers, je vais être là-bas, je vais pas savoir quoi faire, ils m'ont dit, non, vas-y, t'inquiète, ça va bien se passer et tout, fais-le, tu vois. Et au final, je l'ai fait, et le soir même, je me retrouve en une du site de Chanel et tout, ils étaient trop contents de la photo, tu vois, donc je suis dit, bon, vas-y. Et pareil, tu vois, sur Jean Humbert, tu vois, sur la photo de cuisine, la photo de cuisine, c'est un truc qui me semble être assez codifié, ouais. Où il faut plein de lumière, il faut 15 000 trucs et tout. Et moi, j'avoue, j'arrive au Plaza, j'ai encore que maintenant, je ramène un peu de lumière, mais tu vois, souvent, je fais avec le soleil, avec la lumière nat et tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui plaît à Jean. Mais je suis pas du tout dans ces trucs de photographe-là. Genre, je fais, tu vois, par exemple, je sais pas, des photographes de cuisine, ils ont des trépieds, ils ont des réflecteurs partout, des lumières, tac, tac, tac. Moi, je suis en mode... Des macros, Ouais, des macros, des trucs. Moi, je suis... Non, mais vas-y, là, on va le mettre au coin de la table, ça va bien se passer. C'est vrai que... Ouais, c'est vrai que de toute façon, en fait, j'essaie pas de faire un truc que j'arrive pas à faire. Donc je fais ce que je sais faire, et après je l'adapte aux besoins de ce qu'on a. Mais c'est vrai que soit j'ai beaucoup de chance parce qu'à chaque fois ça marche, soit non. Mais après voilà, il y a ce truc de. En fait, comme je prends tout, pour moi, tout est un reportage au final. Et donc je le prends comme un reportage, et c'est en ça que je sais que ça va normalement bien se passer. Tu mets pas de pression en disant je sais pas faire en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est important parce que ça arrive régulièrement. Tu vas en parler avant d'enregistrer. Je te disais cette histoire de portrait sur fond vert où a priori j'en fais pas souvent, et en fait au final tu vois, une fois que t'es dedans, t'as pas le choix, tu dois avancer, tu dois le faire fonctionner, quoi. C'est ça aussi. C'est ce côté. Oui, j'y vais, quoi. Bah t'y vas, et surtout t'as l'obligation de résultat, tu vois, genre tu vois, le Plaza, je peux pas après. Ouais. Excusez-moi, faut que je revienne parce que j'ai foiré ma photo du plat, quoi. Bah ouais, tu vois, donc voilà, mais pour moi, par exemple, je trouve que c'est tout le taf que je fais et tout ça, pour moi, c'est beaucoup moins stressant que, par exemple, que quelqu'un, par exemple, qui va faire des mariages ou quoi, tu vois. Genre, moi, les mariages, ça me terrifie, je serais incapable de faire des photos de mariage. Moi, je serais terrifié de faire un reportage pour un journal, tu vois, par exemple. Un mariage, j'y vais les yeux fermés, mais... Ah non, moi, le mariage, là, faut gérer les gens, c'est le jour le plus important de leur vie, ouais, je sais pas. Franchement, moi, je sais que ça, là, ça me terrifie plus que n'importe quel défilé, que n'importe quel reportage, que... Moi, le mariage, je le vois comme un reportage, justement. Mais tu vois, tout ce que tu m'as décrit là, moi, je le vois, le mariage comme ça. C'est surprenant que justement, ce soit quelque chose qui te... Ah ouais, moi, ça m'a jamais intéressé. Du coup, c'est pour ça, je regarde ça de loin. D'accord. Mais souvent, j'ai des connaissances ou quoi qui me disent, ah ouais, on aimerait trop, même des gens avec qui je travaille et tout, qui me disent, ouais, vas-y, est-ce que tu veux pas venir photographier mon mariage et tout? Et du coup, j'ai trouvé la parade j'ai la meilleure réponse pour ça. Maintenant, je leur dis, non, mais moi, la seule mariée que je photographie, c'est celle à la fin du défilé Chanel. D'accord. Bah ouais, c'est pas mal. Mais ouais, non, c'est la seule qui me stresse pas. Non, mais c'est rigolo parce que justement, on vient de voir que tu te lances dans plein de trucs, et on a trouvé le domaine où t'as pas envie. Ouais, ça c'est sûr.
Celui-là, j'irai pas, c'est sûr. En général, on termine la philosophie photo par une image en particulier. On va parler d'une série plus spécifiquement. Je sais que celle-là, en plus, t'avais perdu la pellicule à l'époque. J'avais vu passer ça. C'est une série photo avec Virginie Efira, qui a priori, je crois que celle que j'ai vue en tout cas, ça a été fait à l'argentique. Je sais pas si t'avais une version numérique en parallèle de cette série-là. Mais qui est presque sage par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. C'est plus reconnaissable, c'est-à-dire j'aurais pu imaginer quelque chose comme ça, et j'aurais bien aimé savoir l'histoire derrière cette série, qu'est-ce qui s'est passé sur cette série-là, et pourquoi elle est plus sage que ce que tu fais habituellement. Pourquoi elle est plus sage Sage, tout est relatif. Hein. La série, elle est hyper belle, et Virginie Efira est hyper belle, et tout ça, mais... Ouais, déjà, je n'étais pas méga inspiré par le lieu. Je pense qu'il y a ce truc-là déjà, j'étais en mode... Ouais, j'étais pas méga... Du coup, je la regarde en même temps, mais ouais, j'étais pas méga inspiré par le lieu, et du coup, je me suis dit, non, mais là, je vais faire ça. Enfin, après, il y avait le truc avec le téléphone, mais ça marchait pas non plus des masses. Enfin, j'ai essayé plusieurs trucs, mais après, j'ai retrouvé une pellicule, c'est vrai. Et c'était marrant, celle avec la pellicule avec Charlie Chaplin, où elle tire la langue et tout, enfin... Et je sais pas, mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps quand même à arriver à trouver la bonne photo comme je le voulais et tout, mais des fois aussi c'est des humeurs, je crois que là avec Virginie Efira, j'avais envie, je sais que j'avais envie d'un truc rouge un peu, donc du coup j'avais mis un néon rouge en plus, mais le lieu, je sais plus pourquoi j'ai pas réussi, je sais pas, je sais pas, je voulais un truc et finalement je sais que j'ai pas réussi à l'avoir, je sais plus exactement quoi. Mais donc du coup j'ai dit bon vas-y on va essayer autre chose et moi je suis quand même assez satisfait de cette photo qu'elle a été énormément photographiée, Virginie Efira, mais c'est vrai que c'est pas là où j'étais forcément le plus original, mais en plus je sais pas, c'est bizarre, il y a des photos quand je les ai prises je pensais qu'elles marchaient vraiment bien et après je me suis rendu compte que c'était pas forcément celle-là qui marchait le mieux, donc des fois tu crois savoir et tu sais pas, et tu redécouvres après coup tes images, quoi. Comme tout le monde. C'est ça. Finalement. Mais ceci dit, la photo qui a été choisie, je trouve qu'elle a un regard assez fort. Enfin, elle fonctionne. C'est juste une série qui, pour moi, est ressortie à mes yeux, en tout cas. Tu vois, elle m'a attiré le regard au milieu de tout le reste. Et je voulais savoir pourquoi celle-là, elle ressortait un petit peu du reste de ton travail quand moi j'ai regardé. Ah bah ouais. Mais franchement, je ne saurais pas expliquer, c'est bizarre. Mais franchement, impossible de savoir. Alors que pourtant, j'ai fait comme d'habitude, hein, mais... Il y a des jours comme d'habitude. Il y a des jours comme ça. Peut-être été impressionné par Virginie Efira. C'est possible, non, mais en plus, j'adore. C'est vraiment une actrice qui est formidable et tout. Et c'est une femme magnifique. Enfin, non, c'est... Et puis elle est très drôle, enfin franchement en vrai on a assez rigolé, enfin elle était assez drôle, enfin non tout était réuni. En plus je crois que juste avant je travaillais au Plaza avec Jean, je devais faire le portrait et après retourner au Plaza, donc c'était une bonne entracte. Mais voilà, une bonne entracte. C'est sympa d'aller faire au milieu de la journée une photo avec Virginie Efira juste pour en transition. Je trouve que c'est une jolie vie. Si on parle côté davantage business et marketing, aujourd'hui ta source de revenus principale c'est la presse, j'imagine. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, oui, la presse, je gagne. Oui, c'est dur parce que quand même pour arriver à maintenir un équilibre pour notamment pour la carte de presse et tout, c'est que en fait les tarifs sont dans la presse sont tellement bas que comparé à une pochette d'album, tu vois, genre des fois faut faire pour une pochette d'album, faut que je fasse 15 commandes à l'idée, quoi. D'accord. Donc c'est compliqué, mais en plus en fait ce qui est compliqué notamment pour la carte de presse, c'est que pour les photographes c'est rare vraiment que t'aies que des photographes moi je fais pas que de la presse et tout. C'est rare d'avoir des photographes qui fassent que de la presse. En fait, pour moi la carte de presse, oui, il devrait y avoir une dérogation sur les photographes par exemple. Oui, c'est dur de ne vivre que de la presse en photo, quoi. Mais moi, en plus, ça fait pas très longtemps que j'ai la carte de presse au final. Bon, déjà parce que je l'avais jamais trop demandé, mais même moi, je me retrouvais, c'était hallucinant. Des fois, j'allais sur des manifs, j'avais pas la carte de presse, j'étais obligé de prendre le journal avec la une pour montrer aux policiers que j'étais pas un mytho ou quoi. Enfin, tu vois, genre, des fois, tu te dis,
Ça, c'est un peu des trucs de... En tout cas, sur les photographes, moi, je trouve que la carte de presse, elle pourrait évoluer. Après, je comprends le principe et tout, tu vois, de ce truc de 51% de revenus et tout, ce qui est normal et tout. Mais vraiment, sur la photographie, c'est un truc où maintenant, c'est devenu tellement dur, en plus, de vivre que de ça quand t'es photographe que... Et puis aussi, il y a un truc, c'est que moi, personnellement, enfin, tu vois, j'ai pas envie de choisir entre deux univers que j'aime autant l'un que l'autre, quoi. Donc voilà, quoi. Mais après, c'est bien, tu vois, là quand je fais Cannes et tout, ça rééquilibre. D'accord. Ça rééquilibre la balance. D'accord, ouais, mais c'est un équilibre à trouver, quoi. Le personnage d'Audio Bobby, je disais en intro que j'allais raconter une histoire parce que je me suis rendu compte de ça. En fait, je suis tombé hier, en commençant à préparer, je suis tombé sur une de tes stories où tu disais personne d'autre que moi n'a le droit de porter un bob, et des trucs comme ça. Moi, il m'est arrivé une histoire vendredi dernier. Je me suis retrouvé sur un reportage dans une grosse entreprise en région parisienne. Et pendant un reportage, il y a des gens qui se mettent à danser. Comme je fais des mariages et du corporate, je me suis mis à photographier un peu comme le ferait un photographe de mariage, l'espèce de ronde qui s'est faite. Quelqu'un m'a filmé de super loin. Genre, si tu me connais pas, c'est un peu compliqué de me reconnaître comme ça. Et j'ai ma petite gavroche sur la tête que j'ai tout le temps. Et j'ai un collègue qui reçoit cette photo parce qu'il travaillait avant dans la boîte, qui est devenu photographe, qui est en Bretagne maintenant. C'est un orchestre breton. On lui envoie la photo et il m'envoie un message. Il me fait: est-ce que tu étais à telle boîte aujourd'hui en train de faire des photos? Il m'envoie la vidéo. Je te dis franchement, il n'y a aucun moyen tu vois pas mon visage et tout. Et il me dit, en fait, le Gavroche du gros corpo à Paris avec une attitude de photographe de mariage, je me suis dit, ça peut être que toi. Il y a ce côté, tu vois, où tu te crées un personnage, tu te crées, j'ai pas envie de dire une légende parce que c'est pas, c'est prétentieux, mais tu vois ce que je veux dire, c'est cette espèce de truc où t'as un aspect de toi qui est identifiable assez rapidement et où justement, quand les gens voient ça, ils associent immédiatement à toi ce truc-là. C'est fait exprès, le personnage d'Audio Bobby, justement comme ça, ou c'est juste ça s'est fait comme ça, puis tu t'es rendu compte et t'as commencé à en jouer, ou peut-être t'en joues pas du tout. Je sais pas si ma question est claire. Elle est claire. Moi, je pense, tu vois, genre, en fait, j'ai toujours un bob et tout, mais tout ce que j'aime bien, en fait. J'en ai plein, j'aime bien avoir des trucs sur la tête. Et même avant, j'avais les cheveux longs. Mais même quand j'avais les cheveux longs, je mettais des bonnets, des trucs comme ça et tout. Mais, en fait, c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a ce truc, moi j'aime bien, tu vois, par exemple, dans les groupes de musique et tout, ils arrivent sur scène, ils ont un costume, enfin, tu vois. Bah, tu reconnais, t'as un uniforme. Tu les reconnais, voilà, t'as une unité, ça fait partie de la cohérence du projet artistique, etc. Donc c'est vrai que j'aime bien ça, mais en même temps, moi, je suis toujours comme ça, en fait, genre, voilà, genre, même des fois à la maison et tout, genre, je me fais traquer par mon amoureuse et tout, elle me dit, non, vas-y, enlève un peu, là, et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus, pour moi, ça a toujours été plus facile d'être moi que de devoir être quelqu'un d'autre ou de devoir, déjà, je fais un métier où globalement, à part sur les marches de Cannes, j'ai pas forcément besoin d'être en costard, etc. Ça m'arrive vraiment, rarement, je m'habille toujours comme je veux, et du coup, donc pour moi, c'est naturel d'être naturel, en fait. Genre, et tu vois, si j'avais envie, je pense que j'aurais pas du tout fait ce métier, j'aurais pas du tout choisi ce genre de vie si j'avais eu envie de quelque chose peut-être de plus conventionnel et tout. Moi, je suis pas comme ça. Ça me demande vraiment beaucoup moins d'efforts. Et puis, tu vois, sur le truc identifiable et tout, en vrai déjà, genre, tu vois, j'ai une grosse barbe, je suis quand même assez imposant, plutôt beau gosse, on va pas se mentir. Mais tu vois, je suis déjà reconnaissable, donc. Autant qu'à faire, y aller à fond, quoi. Ça va. Après, je mets juste un bob, c'est pas non plus une dinguerie, mais on a l'impression que comme t'as un surnom, que tu n'utilises pas ton vrai nom, que justement, tu vois, on veut dire Audio Bobby, c'est forcément un surnom, il n'y a pas de doute là-dessus. On a l'impression que tu as inventé quelqu'un pour ça, et en fait, pas du tout, c'est toi. Non, en fait, j'ai rien inventé, en fait, genre, je suis comme ça, mais d'ailleurs, au final, tu vois, pour revenir, pas revenir, mais tu vois, par exemple, sur Instagram et tout, y a plein de trucs. C'est parce que si je suis comme ça qu'il y a plein de trucs que je peux pas faire. Par exemple, tu vois, pour moi, ce serait inconcevable de faire des trucs, genre, je sais pas, d'influenceurs en mode, genre, code promo, des trucs comme ça, ou vendre des merdes des gens, tu vois.
parce que j'aurais trop de scrupules. Enfin, tu vois, ça me plairait pas. Et pourtant, je reçois plein de messages, de trucs et tout, des bonnes sommes en plus. Hein. Franchement, pas se mentir, j'ai reçu même des trucs sur la photo et tout. Et enfin, toi, ou des portables ou des trucs comme ça. Et je suis en mode, c'est pas, ça m'intéresse pas. Mais parce que tu vois, c'est moi, tu vois. Je pense que si en vrai, si je jouais un personnage ou que je composais un truc, ça serait peut-être plus facile de faire ce genre de truc. Donc voilà, et même toi, même quand des fois j'accepte des trucs qui me plaisent vraiment, tu vois, genre de la bière ou quoi, j'ai quand même un peu honte, tu vois, des fois de le faire et tout, alors qu'en vrai, enfin, tu vois, genre la dernière fois, je sais pas, je pousse un truc d'une marque de chouffe et tout, alors que je bois toujours de la chouffe, tu vois, genre j'en bois souvent et tout, et j'étais un peu en mode, est-ce que j'ai le droit de le faire ou quoi, tu vois. Ouais. Et mais parce que c'est vraiment moi et que enfin que je trouve ça après je trouve ça important si tu vois sur les réseaux et tout, enfin ça fait partie du entre guillemets genre du contrat, t'es obligé aussi d'incarner les choses et tout, mais donc, pour que ce soit facile pour moi, je les incarne comme je suis, quoi. Tu les incarnes le plus honnêtement possible, en fait. Voilà, mais même des fois, moi, sur un jour, je pense qu'un jour, on va me radier d'Instagram ou de Twitter parce que, mais des fois, par exemple, il y a un match où l'OM y perd et il y a un inconnu, il va m'envoyer aller le PSG. Ben, forcément, il se reçoit un message, va niquer tes grands morts, tu vois. Ouais. Mais parce que c'est moi. Genre, franchement, voilà. Genre, on a perdu et tout, viens pas me traquer. Alors que moi, je traque tous mes potes, mais c'est pas pareil, c'est mes potes, là. Oui, les potes, c'est autre chose encore. C'est pas un inconnu sur Instagram. Ouais. Mais encore, je me suis calmé. Mais même, je me rappelle même, à un moment, je suspecte qu'il y avait un petit jeu de venir me faire ça. Et genre, c'était à qui aurait la meilleure insulte de moi, tu vois, limite. Ouais. Mais c'est cool. Mais en vrai, c'est ça aussi, là, tu vois, c'est là où je suis content de toujours avoir été moi, de toujours avoir entre guillemets, imposé ça mais je l'ai pas imposé puisque c'est comme je gère mon truc, mais c'est que du coup, il y a pas de surprise, en fait. Genre, il y a personne qui va être choqué ou quoi, enfin, ou si des fois, genre, par exemple, sur une blague, je vais avoir peut-être un ou deux messages de personnes choquées, mais tu vois, genre, je me rappelle une fois, genre, en story, j'avais marqué, tu vois, j'avais mis un sondage, la réponse c'était oui, ou clique ici et ta mère est une pute. Et donc, je m'étais pris de remarques, alors qu'en fait, la veille, je l'avais fait en mode ton père clique ici et ton père est une pute, et personne m'avait rien dit, donc, en vrai, je suis en mode bon, c'est pas grave. Maintenant, ça me passe un peu au-dessus. Franchement, j'ai pas l'impression de faire du mal à qui que ce soit, donc ça va. Non, mais de toute façon aujourd'hui, si tu choques pas un minimum les gens, c'est que t'es pas drôle en fait. Voilà. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est dans une story que j'ai vu passer hier où quelqu'un te demande est-ce que tu vas sortir un livre. Et j'ai vu tes réponses. J'ai pas le temps. J'ai l'impression que j'ai pas les bonnes photos. J'aime pas chercher dans les disques durs. Et c'est rigolo parce que tu vois, t'es très en vue, t'as plein de fans, on a cette espèce de champ de distorsion de la réalité où on se dit bah ça a l'air simple. En fait, t'as les mêmes problèmes merdiques que tous les autres photographes en fait. Ah ouais. Mais même, je pense que j'en ai même plus en fait. Ouais. Parce que déjà je dois tailler ma aucun rapport. Tailler ma barbe. Non, là où en fait moi mon gros problème en fait c'est que oh non. Ah putain de merde. Non, là j'ai un gros problème, c'est qu'en fait là, à aparté, mais il vient de se passer un truc et je l'ai loupé. En gros, je fais une guerre des stickers dans le quartier. Il y a un gars qui met des trucs et moi, je le recolle tout le temps. Et depuis tout à l'heure que je fais l'interview, je guette parce que j'en ai collé un en face, un endroit stratégique où la personne vient les décoller à chaque fois. Ouais. Et là, j'ai tourné la tête 3 minutes pour répondre à cette question et il a été décollé. Je vais aller recoller à la fin de l'interview, je vais aller recoller. Je veux bien une photo sur la story en disant on a fait l'interview, il a cru qu'elle allait m'avoir. Mais... Ouais, mais il m'a eu du coup. Hein. Il a laissé qu'un petit bout, le bâtard. Mais pour revenir, oui, non, en fait, moi, je crois que mon plus gros problème dans ce truc c'est qu'en fait, comme je fais des photos de tout, de plein de choses et tout, et ben arriver à avoir une cohérence sur un livre, moi, je trouve ça assez dur. Donc bon, c'est vrai que c'est dur pour moi de me dire, attends, je vais arriver à faire un livre. Donc là, ça tombait à point nommé d'avoir Cannes parce que du coup, j'avais toutes les photos à disposition, donc pas besoin de chercher. Le temps, bah, c'était déjà trié, donc pas trop de perte de temps. Et au moins, là, j'avais une unité sur un truc. Donc là, je vais faire un genre de petit fanzine sur Cannes qui me servira en même temps aussi d'entraînement pour voir un peu comment agencer ça, les trucs à faire, pas faire. J'aime bien faire les trucs moi et me rendre compte que ça marche pas. Donc, c'est pratique, ça fait pas gagner du temps non plus, mais au moins, j'aime bien quand c'est moi qui me trompe. Donc voilà.
C'est rigolo en tout cas de voir que finalement c'est très facile comme pour tout le monde. En fait, c'est très facile de faire beaucoup de photos. C'est moins facile d'aller les organiser derrière, quoi. C'est toujours, on a tous le même problème. Ah ouais, carrément. Et puis, non mais c'est vrai. Et en plus, il y a vraiment ce truc. Je dis pas ça par fausse modestie ou quoi, mais il y a ce truc de, je pense que ça fait 2 ans que je dois le faire et je suis toujours en mode, je pense qu'il me manque encore des bonnes photos dedans, tu vois. Je crois que la première fois qu'on s'est contacté, c'était peut-être même avant novembre. Où tu m'avais dit je vais faire un livre, ce serait bien qu'on attende qu'il sorte et voilà, tu vois, du coup voilà, au final heureusement qu'on n'a pas attendu, hein, sinon on attendra encore. Ça aurait été drôle ça. J'en parlerai le jour où il sortira enfin parce que je l'attends aussi de toute façon. On va parler un tout petit peu de Leica parce que j'ai une question. J'ai vu passer une photo. Il me semble que tu utilises des optiques M avec ton SL2. J'utilise un peu de tout. Ouais. J'utilise les optiques du SL. Donc, enfin, j'en utilise une du coup. Ouais. En l'occurrence, le 50 mm à 1.4 qui pour les portraits c'est du caviar. Et c'est vrai que là, de plus en plus, là, j'utilise le 35 Summicron, ça, ouais. À f2, et franchement, tuerie. Enfin, là, qui a pas d'autofocus, du coup. Qui a pas d'autofocus. Mais parce qu'avant d'être chez Leica, l'appareil que j'utilisais, j'étais au 35 Carl Zeiss, ouais. Et sans autofocus. Donc, en fait, donc je suis revenu à un truc que je faisais déjà, et que j'aimais beaucoup. C'est juste que, là, après, comme j'ai fait beaucoup, même les reportages et tout, je les faisais au 50. Et que, en fait, pour ceux qui connaissent le 50 Leica, il est vraiment très 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 gros. C'est pas les petits 50 dont on a l'habitude là. C'est vraiment un truc énorme. Et du coup, la mise au point manuelle est impossible à faire. Enfin, surtout, en portrait ça va, mais en reportage, impossible à faire. Et du coup, ouais, je suis content d'être revenu sur ça. C'est esthétiquement. Et puis, je reviens dans un truc sur le reportage concentré. Enfin, en fait, du coup, j'ai essayé d'allier les deux, quoi, le 35 et le 50 et ouais, là, c'est vraiment, je pense que j'ai vraiment le bon compromis entre les deux, quoi. Moi, la question que ça me fait me poser, c'est à quelle vitesse tu travailles, parce que c'est lent. Enfin, je veux dire, la mise au point manuelle, ça demande du temps. Et quel volume tu vas shooter de photos moi, je shoot beaucoup, mais après, je trouve pas ça lent. Hein. Non. Franchement, moi, c'est, tu vois, genre, par exemple, toutes les photos de l'acte 3 des Gilets jaunes, je les ai fait tout en manuel. Hein. Donc, le seul problème, c'est quand t'as de la lacrymo dans les yeux. Ouais. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est le gros problème, c'est que quand t'as de la lacrymo, il faut accepter de louper des photos. Mais non, je sais pas. En fait, je trouve pas que ce soit long parce qu'en fait, t'es plus concentré en fait dans les photos que tu vas faire. En fait, t'es vraiment. Bon, déjà, quand tu travailles en focal fixe, t'es extrêmement concentré. Alors, quand tu travailles en focal fixe et que la mise au point manuelle, alors là, t'es explosion de cerveau de concentration. T'es vraiment à fond dans la photo en fait. Ça t'oblige à te focaliser, en fait. Ah ouais, ça t'oblige à te focaliser de ouf et ouais, t'es vraiment dans le sujet. Enfin, et puis c'est un compromis aussi. Tu dis, tu sais, des fois, juste, tu sais que tu vas avancer d'un petit pas, tu vas être bien, tu vas être trop bien dans la mise au point et tout. Non, c'est de la sorcellerie, quoi. Non, mais moi, comme tout le monde, je regarde Leica avec des yeux pleins d'amour, mais je me dis que c'est totalement incompatible avec ce que je vais faire. Et c'était la question que je me posais, c'était justement ça. C'est est-ce que justement ça te ralentit pas? Est-ce que tu te limites pour pas bousiller tes appareils ou est-ce que ça se pose comme question? Non, vraiment, ça me limite pas. Et là, du coup, je suis trop heureux d'avoir, tu vois, un peu pu tester le 35 sur des concerts, ce que j'avais pas encore pu faire. Et là, tu vois, sur Big Flow Oli, genre, ça m'a fait des halos avec tu vois, les lentilles comme elles sont faites et tout. Là, ça m'a fait des trucs de dingue. J'étais trop content. Franchement. D'accord. Je mettrai les liens vers les photos. Elles sont sur ton Instagram, il me semble. J'ai vu passer pas mal de choses. De Flow Oli, là. Je mettrai les liens pour que les gens aillent voir. Un des aspects de ta communication, c'est que tu n'as pas de site web, ce qui fait que tu as une communication totalement décalée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai pas le temps de faire un site, mais par contre, tu fais des stickers, tu envisages de faire des fanzines. Tu crées, en fait, avec tes followers, dans un monde très, très virtuel, tu crées une relation physique avec eux. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que au contraire tu t'en fous et c'est juste que tu fais ce que tu as envie de faire? Et est-ce que le fait que tes photos soient imprimées quotidiennement finalement, parce que tu es un des rares à pouvoir vivre ça, fait que tu t'en fous en fait d'avoir une maison entre guillemets sur internet? Déjà en plus, alors il y a ça. Déjà après ma maison, j'estime que tu vois, j'ai un Instagram, donc
En vrai, c'est très bien. C'est comme portfolio, moi ça me va. Et ouais, j'ai eu un site comme tout le monde à un moment, mais trop d'organisation. Et pourtant, j'ai appris très jeune à faire les codes, les trucs comme ça. J'ai appris ça en 6e. Donc, ce qui fait que de moi, un geek un peu, et surtout une personne assez intelligente, on va pas se mentir. Mais non, et très modeste. Bah, bien évidemment, tout ça va de pair. Mais je trouve qu'Instagram fait très bien l'affaire, donc je me dis j'ai pas besoin de plus. Mais après, c'est vrai que j'aime. En fait, moi, déjà, il y a un truc que j'adore, c'est que j'adore les goodies en fait. Genre, j'adore les pins, j'adore les trucs comme ça et tout. Et je suis fan de goodies. Donc après, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien faire, tu vois, qui reste, ou tu vois, genre, tu vois, les stickers, pour moi, ça vient du foot pour moi. À la fois du côté vraiment foot business, proportion gardée, mais tu vois, avec les cartes Panini. Et aussi de l'autre côté, le côté supporter qui colle des stickers de leur équipe de partout et tout pour un peu marquer leur terrain et faire voir leur team. Et du coup, de quoi il y a ce truc là, c'est que et puis surtout sur les stickers, j'ai été halluciné de voir que, enfin, pas à ma connaissance, il n'y a pas trop de photographes qui l'avaient déjà fait avant. Ouais. Et du coup, j'étais en mode j'ai vraiment une bonne idée avant tout le monde là, je suis trop content, mais ouais, il y a ce truc-là de l'objet. J'aime bien les objets. Bah, après, je pense que ça vient aussi de l'argentique et tout, tu vois, d'avoir tes photos vraiment, bah ouais, d'avoir la pellicule aussi, enfin, et donc c'est vrai que ce truc d'objet-là, j'aime bien, et donc je me dis, comment je peux essayer de faire un truc tout en étant peut-être un peu original et pareil, toi, je fais quasiment pas de tirage. Enfin, ça me saoule de faire ça, voilà. Tu gardes ce qui est imprimé de toi ou pas? Ouais, ça c'est ma mère et tout, j'envoie tout, enfin mes parents, ils me gardent tout ils ont acheté une énorme malle en bois et en fer là où ils gardent tous mes trucs. Mais il y a des trucs, même certains trucs que j'ai jamais mis dessus, mais il y a il y a une veste qui a été faite avec une photo de moi et tout, enfin, et je garde tout, je me dis un jour ça servira pour quelque chose, on verra. Une expo ou quoi, tu vois. Par exemple, je sais que si je fais une expo, j'aimerais bien qu'il y ait plein d'objets dans cette expo. Mais même moi, du coup, je me dis, tu vois, qu'est-ce que je pourrais faire de plus et tout, genre, tu vois, je sais qu'à un moment, j'aurais aimé faire des chaussettes, tu vois, avec la photo de ma grand-mère qui fait un doigt. Et donc, mais en vrai, j'ai toujours ça en idée, ça, j'aimerais bien. Mais du coup, maintenant, mes potes, ils me proposent même des trucs et tout. Ils me disent, oh là, on a trouvé un truc pour faire des serviettes et tout, tu vois, genre. Ouais. Donc après, il faut que je trouve un truc, tu vois, qui soit cohérent et tout. Hein. Je sais qu'à un moment, on avait Benoît de Fichat, il avait une super idée. Mais on l'a pas fait parce qu'après, j'allais avoir des problèmes avec la police et tout. Mais c'était de faire une série d'objets comme ça, tu vois, par rapport à mes photos. Et par exemple, tu vois, on aurait pu mettre c'était une très 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 bonne idée en plus. Mais alors là, maintenant, tu le fais ça avec Darman, hein, avec Alliance et tout. C'est bon, là, les mecs, ils sont en bas de chez moi avec des flingues, ils m'attendent, tu vois. Mais c'était de prendre la photo de la bagnole de flic qui crame, l'imprimer sur une bouteille et de mettre un chiffon, tu sais, comme si c'était un cocktail Molotov. Ouais, je vois tout à fait. Mais l'idée est géniale, mais effectivement, ça peut être un peu too much. En termes d'objets d'art et tout, mais tu vois, en vrai, voilà, rien que de se dire, faut pas le faire, là, ça me donne envie de le faire. Mais, donc, ça arrive. Est-ce que j'ai envie de me prendre la tête avec eux? La réponse est non, mais bon. Mais ça, tu vois, pour une expo, c'est une bonne idée quand même. Ouais. D'avoir 2-3 objets comme ça qui sortent des photos, en plus des photos assez connues, de la façon dont on les connaît. C'est le côté ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien ce truc d'objets. Donc là, je pense que en vrai, à terme, il y aura au moins une paire de chaussettes. Tu vois, ça, j'adore. Mais parce que j'adore les chaussettes. Ma copine à chaque fois, elle m'engueule parce que je rachète des chaussettes et tout. J'en ai trop. Donc voilà. Je pense un bob aussi, tu vois, un bob. Mais les pins, c'est dommage que tous les gens ils arrêtaient de faire des pins. Ouais. Mais moi j'adorais, tu vois. Genre, ma grand-mère qui fait un doigt en pins, ça serait stylé. Genre la bagnole de flic qui crame en pins, exceptionnel, tu vois. Genre juste fait. Enfin, je pense qu'il y a quelques photos en moi qui s'y portent très bien et c'est vrai que j'aimerais bien faire ça un jour. Donc, mais j'y réfléchis, mais encore une fois, c'est aussi un problème de temps. Hein. C'est même pas tant un problème de financement et tout, mais vraiment un problème de temps. Parce que sur les stickers, ce qu'on se rend pas compte, c'est que en vrai, d'habitude mes potes m'aident un peu. Mais alors là, sur la dernière, c'est-à-dire que déjà je les commande, je les fais faire, ils arrivent. Déjà, le truc fait 50 kilos. Voilà, et je le monte en haut chez moi. Après, il faut que je tamponne toutes les petits paquets, que je les remplisse de 7 fois 5, non, de 5 photos en 7 exemplaires différents à chaque fois, donc 35. En plus, je rajoute du petit supplément.
Une fois que j'ai fait ça, faut que je numérote, que je fasse le tampon à la cire. Quand le tampon à la cire il est sec, que je repasse dessus le relief en doré pour que ça soit encore plus joli. Une fois que j'ai fait les 300 paquets, là, donc faut que je fasse la photo pour la com, j'annonce, après faut que je réponde à tous les mails, que j'envoie le PayPal, que j'envoie le truc, que j'envoie après que j'envoie puisque là, sur les 300, il y en a au minimum 150 qui partent par la poste. Ouais. Donc après, faut noter toutes les adresses, faut le timbre, les emmener et tout. Je suis la haute du Père Noël, le truc à la fin. Alors justement, ça tombe bien par rapport à ma question suivante. C'est qu'on a l'impression qu'en fait, tu te la coules douce et que tu fais pas un effort énorme, alors qu'en fait, t'es un vrai bourreau de travail, quoi. Mais en vrai, moi, là-bas, j'avais fait photographe pour rien faire. Ouais. Mon but, c'était de dormir le plus possible et de gagner de l'argent facilement, on va pas se mentir. Et parce que ça me demande, parce qu'intellectuellement, ça me demandait beaucoup moins d'efforts parce que à la base, mon parcours, du coup, c'était presse écrite. Et mais je recherchais la punchline et tout. Enfin, et intellectuellement, ça me demandait. J'étais très fort. Hein. Franchement, je crois que j'étais 2e ou 3e de ma promo et mes profs de presse écrite étaient en mode. Et encore, j'ai pas été premier et tout, mais parce que si, genre, à cause de la radio et de la télé. Tu vois. Mais donc moi, j'étais à fond là-dedans et tout. Et donc je me suis dit, ouais, la photo trop bien. Même à Libé, au début, on m'appelait pas avant 11h du matin parce que tout le monde savait que je dormais. Enfin. Mais c'est vrai que en fait mais parce que si en fait comme j'aime ça, tu vois, j'ai pas l'impression de trop travailler en fait. Enfin, oui, tu t'amuses en fait, c'est exactement ça, tu vois, genre là sur la tournée de folie au final quand même je me couche entre 3 et 4 heures du mat, tu vois, comme ça ils ont les photos avant, j'aime bien qu'ils aient les photos, tu vois, genre en plus à 3 heures du mat, ils dorment pas donc moi non plus. Mais par contre, je me réveille à 9 heures après, tu vois. Donc ouais, donc c'est ça un gros rythme. Mais en fait, quand tu le fais et quand tu kiffes tellement ça, tu comptes pas. Enfin, moi, j'ai jamais compté mes heures. Et tu vois, même Chanel et tout, ça m'arrive, je reste après. J'aime bien rester après. Je regarde les photos des autres photographes qu'ils ont fait ou je discute avec les gens. Enfin. Ça t'intéresse, quoi. Ouais, ça m'intéresse grave. Et du coup, c'est vraiment un truc où j'ai jamais compté les heures. J'ai toujours fait les efforts. Mais par exemple, tu vois, là, j'ai 31 ans. Je pense qu'objectivement, que je prenne des vraies vacances, ça fait que 2 ans depuis que je suis avec mon amoureuse. Sinon, avant, je travaillais comme un dingue et tout, mais après, c'est parce que j'aime bien ça. Hein. En vrai, j'ai pas besoin d'aller en vacances. Oui, non, mais c'est souvent comme ça. On arrive à la dernière question de ce côté business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Oh, je gagne très bien ma vie. On va pas se mentir. Je manque de rien. Je peux faire ce que je veux. Mais parce qu'aussi après, mais ça c'est l'avantage d'être photographe comme ça et tout, de toucher à tout, c'est que j'ai aussi accès à des trucs de ouf auxquels à la base, tu vois, moi je viens d'un petit village dans le sud de la Provence. Enfin, tu vois, genre, à aucun moment, j'aurais dû me retrouver dans l'Orient Express, à Venise, dans les trucs de Chanel. Genre, une fois, je me suis même retrouvé à Manhattan, genre chez Philippe Plein. Il y avait la fille de Trump et tout. Enfin, tu vois, il y a aucune logique à tout ce qui m'est arrivé et tout. Mais donc oui, financièrement, je gagne bien ma vie, mais aussi, je suis extrêmement épanoui dans ma vie. Mais parce que j'ai accès à tellement de trucs, c'est ouf, quoi. Genre jamais, ça, c'est limite pas normal, tu vois. Ouais. Non, mais c'est génial, justement, ce côté, on en revient au début de l'épisode où on parlait de l'accès. Justement, c'est de se retrouver tout d'un coup, avoir accès à plein de choses incroyables et du coup, t'en tires le meilleur et ça t'ouvre des accès à plein d'autres choses encore plus incroyables. Ouais, tu sais, j'ai un peu l'impression d'être dans le film Yes Man. À chaque fois, je dis oui. Et à chaque fois, ça t'amène à un truc encore plus de fou, quoi. Je crois qu'un des secrets du succès, c'est de jamais dire non. C'est quand t'as envie de dire non, de demander un montant déraisonnable et des fois ça passe et puis ça t'ouvre plein d'autres portes. Et ça m'est déjà arrivé. Moi aussi, c'est ce qui est en train de m'arriver cette semaine. Et ils ont accepté. Pareil. On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Pire moment. Je pense que le pire moment de ma carrière, c'est quand on m'appellera plus et que je travaillerai plus, en fait. Pour l'instant, j'ai pas de pire moment parce que tout c'est même je sais pas, même quand genre je me suis pris un jour un comment ça s'appelle, un canon à eau là dans l'appareil et que l'appareil était mort, au final après Leica m'a contacté quand je me suis fait voler et mon matos une fois quand je commençais, mais j'avais déjà une petite communauté et tout, je me suis fait voler mon matos dans le train. Un de mes meilleurs potes, c'est Martin Colombet.
sans rien que je lui demande à lancer une cagnotte pour que les gens y m'aident et tout. Alors que, enfin, tu vois, en plus, moi, j'étais dégoûté, c'était la première année où j'étais commencé à être rentable et tout. Ouais. Et là, puis là, je me fais voler tout mon matos et tout. Et genre, en fait, en 24 heures, Martin, il fait une cagnotte et il me dit, au bout de 24 heures, il me dit, écoute, on va la stopper là parce qu'en fait, il y a déjà énormément d'argent, ça devient presque indécent. Enfin, c'est comme ça que je t'ai retrouvé chez Leica. Non, quand même pas, mais non, mais au moins, toi, ça me permettait au moins de racheter un appareil et tout. Et mais tu vois, en 24 heures, c'était hallucinant. Donc même des mauvais moments comme ça, à chaque fois, ça s'est transformé en grand et beau moment. Et donc je pense oui que le pire moment, ça serait le jour où je suis chez moi à attendre le téléphone, tu vois. Mais parce que en vrai, mais moi, tu vois, à quel point tu peux te rendre compte à quel point je suis un malade mental, c'est que des fois, genre maintenant un peu moins, maintenant j'arrive à plus à savourer ces moments-là, tu vois, je prends des vacances, etc. Mais par exemple, genre, tu vois, si le 4 janvier, j'avais pas de coup de téléphone, j'étais en mode, bon, ben voilà, là, c'est sûr, hein, là, cette année, elle va être nulle, hein. Enfin, alors, tu vois, genre, personne, enfin, toi, genre, toi, normal, les gens, ils rentrent de vacances, le truc se remet en marche, moi, j'étais en mode, ben voilà, hein, je vais te parler, je vais faire un autre métier, c'est pas grave, j'aimerais faire, après, tu vois, après, voilà, j'ai déjà fait des métiers, j'ai fait la plonge et tout, donc, je les ai déjà fait. Non, mais on se rend compte qu'on est tous pareils, en fait. On a tous les mêmes réflexes, on a tous les mêmes doutes, quel que soit le niveau où tu fais les choses, en fait. C'est ça qui est dingue. Bah ouais. Et puis surtout, tu vois, quand t'es photographe, c'est dur parce que il suffit que, je sais pas, qu'il y ait quelqu'un qui change dans l'équipe, etc. Enfin, tu vois, genre, il y a plein de paramètres ou que tu sois plus à la mode, etc. Enfin, donc ouais, ça, c'est un peu l'inconvénient, mais bon, faut prendre ça avec philosophie et voilà, quoi. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Là, franchement, c'est un des meilleurs moments comme il y a la cuite avec Poulvord, ça c'était. Ça devait être grandiose. Ça c'est un truc de fou. Là, il y a récemment aussi. Avec Depardieu qui battrait ça, je pense. J'avoue, une grande bouffe avec Depardieu, ça pourrait être exceptionnel. Hein. Franchement. Mais d'ailleurs, quelqu'un m'a parlé de. Bon, je sais plus, quelqu'un m'en a parlé, mais il faut que j'y réfléchisse. Mais ouais, Depardieu, ça serait ouf. Non, bah. Le plus gros, ouais, je pense que Poulvord c'était quand même un très très grand moment. Et sinon dans les récents, il y a eu Cannes et de faire ça avec Martin, c'était très cool. Il y a aussi quand là je suis allé dans l'Orient Express avec mon amoureuse, c'était ouf parce que et donc avec Jean Imbert aussi parce que déjà avec Jean on rigole beaucoup et tout, mais de pouvoir aussi l'emmener et de pas partager ça seul et tout, c'est quand même aussi des moments où, au final c'est pas peut-être pas bon après c'est quand même grandiloquent parce que c'est l'Orient Express, mais peut-être pas ce qu'on peut s'imaginer le plus ouf et tout, et au final moi ça restera, c'est un moment, tu vois, qui est gravé à vie à jamais. C'est bien aussi des fois dans la solitude du photographe de pouvoir partager avec quelqu'un. Et d'ailleurs en parlant de partage, moi aussi une de mes grandes fiertés, c'est mon assistante, enfin c'est pas vraiment une assistante, c'est un peu c'est pas péjoratif de dire ça, mais ce serait minimiser son rôle, mais en fait j'avais une stagiaire qui s'appelle Marie Flamand. En fait, on s'est tellement bien entendu que le lendemain de la fin de son stage, je lui dis, vas-y, viens m'aider sur ce shoot. Et depuis maintenant, ça va faire 2 ans que, pareil, elle m'aide tout le temps sur mes shoots et tout. Et que aussi, à côté de ça, elle commence à prendre son envol, elle a de plus en plus de commandes, elle travaille avec de plus en plus de mecs dans la musique et tout. Et ça aussi, c'est des beaux, je sais pas si on peut dire un moment, mais c'est une grande fierté, c'est de voir, qu'entre guillemets, ma petite commence à percer et tout. Tu te dis, ouais, tout ce que j'ai pu lui parce qu'en plus, elle partait plus dans un truc de com et tout. Et le stage avec moi, en fait, ça l'a matrixé. Elle s'est dit, ah non, en fait, je vais être photographe. Et voilà, de se dire qu'on peut avoir aussi un impact sur les gens et tout. Enfin, en vrai, ça, c'est peut-être tout ça, peut-être le plus beau moment, voilà. D'accord. Bon, c'est joli comme référence. C'est la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Qui est-ce que... Alors, je dirais... Mais en garçon, il y en a 2, mais il y a Léo Bern, parce que moi, je suis fan de Léo Bern et je trouve qu'il est trop fort. Enfin, lui, tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. En plus, il y a la dimension du clip et tout, il est fort. Sinon, forcément, Martin Colombet, mais pas parce que c'est mon meilleur ami, parce que je considère que pour moi, c'est un des meilleurs photographes qui a Libération. Je trouve qu'il est très fort, très fort. Et en fait, c'est là où on voit les très bons photographes, c'est que souvent il envoie faire des reportages sur, par exemple, tu vois, des villes de serial killers, de trucs comme ça, où il y a aucune actualité, tu vois, c'est genre 10 ans après, et il doit faire des trucs d'ambiance dessus, et il trouve des trucs à chaque fois. Enfin, il arrive à composer avec rien du tout.
Et c'est ça le plus dur. En vrai, faire des bonnes photos en manif et tout, ça c'est facile et tout, mais ça, ouais, ça Faire donc. des photos de rien, c'est un vrai talent. Bah ouais, et ça, il a un vrai talent et il fait des séries de ouf. Là, il a fait une série aussi avec sa copine Tess Rimbaud, qui est iconographe à Libération, et tout à la chambre, c'est magnifique. Et donc, il a plein de choses à dire. Donc, c'est vrai que Martin, j'aimerais bien. Et sinon, il y a aussi Marie Rouge. Mais tu vois, je dis limite que des gens sauf Léo, mais que des gens de Libération. Donc, j'en ai dit 3, mais c'est pas grave. Bah, écoute, Mais Marie Rouge, parce que, déjà, on travaille beaucoup ensemble, donc j'aimerais bien aussi avoir son point de vue sur les tafs sur la vision qu'elle a, tu vois, par exemple à la Libération ou à Chanel. C'est des trucs où on travaille souvent ensemble. Et surtout parce qu'elle est extrêmement talentueuse et qu'elle a toute autre approche de la photo que moi. Enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'on fait les mêmes choses. Elle, à Libé, tous ses portraits, elle les fait souvent avec des fonds, avec du flash et tout, tu vois. Et des fois, il y a des résultats, tu vois. Genre, le dernier portrait qu'elle a fait d'Alain Chabat, j'étais très, 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 très jaloux de ce portrait, mais parce qu'il était, jaloux dans le bon sens, du coup. Et vraiment, tu vois, quand on revient dans ce truc de compétition, je trouve qu'elle a fait pour l'instant, un des meilleurs portraits de l'année, c'est elle avec Chabat, quoi. Elle a mis un hat-trick avec lui. Ah ouais. La Coupe du Monde. C'est ça, elle a mis une match derrière. Enfin, tu vois, franchement, c'est, et du coup, c'est cool, en plus, parce que ça donne vraiment un journal qui est exceptionnel, quoi. Avec des personnes comme Marie, Martin, Cyril. C'est noté, on va discuter hors antenne pour une petite mise en relation si ça t'embête pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, alors, forcément, sur Instagram, devant le stade Vélodrome, sinon, les dimanches, généralement. Et dans la rue, hein, voilà, dans la rue. Hein. Dans la rue avec un appareil photo, si on voit un photographe costaud avec un bob, un Leica à la main et une mise au point manuelle, c'est toi. Et si c'est pas moi, mettez-lui un coup de poing et prenez-lui son bob. On lui arrache le bob et on le laisse pas arracher tes stickers dans la rue. Exactement. Ah oui, vous pouvez me voir en train de coller des stickers souvent. Ah bah écoute, on va te suivre. On fera un album photo spécial Où est Bobby? C'est clair. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi et merci du coup à Bertrand qui a donné mon nom. Il y avait Corentin Follen aussi qui t'a cité dans son épisode comme la personne invitée par la suite, mais faut rendre à César ce qui est à César. Bertrand avait été le tout premier à attirer mon œil vers ton travail et je l'en remercie encore. Eh ben merci à eux deux. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.